formation normalement, on laisse à Montbal. Ah bon? Ah non, bah non. C'est bon? La semaine prochaine? C'est un séminaire exceptionnel. Non. Apparemment, C'est la semaine prochaine que merci en tout cas. Moi, journaliste, je m'appelle Sophie Fischer, je suis journaliste ici à l'école et je travaille sur la théorie de l'énonciation depuis un siècle et demi. la théorie de l'art. De l'énonciation, D'accord. par l'effort. Oui. Parce qu'en plus, bon, et Alessandra avait travaillé avec moi il y a longtemps C'était ma sur le gamblo en particulier. un langage confus. Vous voyez ce que c'est le gamblo? En cinéma. Oui, Au théâtre. Il y avait une chaussette Oui, noire. mais le cinéma, c'est arrivé bien plus tard. donc là, on va pouvoir fermer ça, c'est chouette. Oui, peut-être fermer la fenêtre. Alors, sur le studio au cinéma comme vecteur d'un sens non narratif. Le sublime. Ouais. D'accord. Et il y a un monsieur, puis madame aussi qui sont arrivés après. Oui. Donc on fait un tour de présentation, d'identification. Alors moi, Françoise Tommasini, je suis étudiante en criminologie à Paris 2 et je viens ici en agriculture. criminologie, même pas, je comprends. Hugo Bordet, je suis étudiant à l'HESS en arts et langage et je suis séminaire dans le cadre de la linguistique. Alors j'ai un cadeau pour vous. Le texte, je l'ai fait photocopier en ce temps, il va falloir ne pas oublier de le prendre. Bien sûr. Merci. Bien. Vous pouvez y aller? On peut y aller. Commençons. Alors donc moi je suis médecin psychiatre et psychanalyste et j'ai fait des études à Paris, j'étais parisien. Ensuite je me suis installé un moment à Lyon où j'ai commencé à faire de la recherche en psychanalyse, ce qui m'a valu de devoir quitter la ville, Lyon. Mais j'ai été invité dans différentes universités aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, des choses comme ça, et donc j'ai pu survivre et faire entendre un petit peu ce sur quoi je travaillais. Et puis je suis revenu en France en 2000, et je suis actuellement donc dans une ville du centre de la France, puis en Velay, où je continue mes travaux, mes recherches, et puis j'ai un cabinet de psychanalystes et de psychiatres. Petite question. Psychanalyse, laquelle? Alors, tout à fait au départ, c'était une psychanalyse bizarre, puisque je devais avoir à peu près 13 ans, dans un collège versaillais, puisque j'étais dans un collège, et j'ai été embarqué dans une drôle de réputation par mes professeurs zodistes et moi-même. J'ai été destiné à être psychanalyste par cette communauté religieuse. Sans doute parce que j'avais lu Freud très tôt, ça avait un peu surpris tout le monde, et j'avais besoin d'être en bon accord avec la psychanalyse, donc ça faisait bien d'avoir comme ça un élève original qui serait psychanalyste. Donc, à l'origine, je n'étais d'aucune école, mais j'étais presque formé ou très intéressé par la psychanalyse jeune. Ensuite, j'ai commencé les psychanalystes sans trop savoir quelles étaient les écoles. Et par hasard, j'ai été en analyse avec, je ne l'ai pas regretté, avec le lacanien Charles Melman, qui est toujours Melman. Et puis, voilà, donc, par la coïncidence ou le cours du destin, psychanalyse lacanienne. Ensuite, à Lyon,
j'ai fait quelques temps, bref, avec un Jungien, qui était le représentant du Jungisme, et qui était, c'était bref, parce que moi j'étais malade et il était en train de mourir. Donc, mais ça a été assez important pour avoir quelques informations. Et puis, voilà. Mais je suis un petit peu en dehors de toutes ces écoles, parce que, et on en parlera un petit peu, on va verra un petit peu ça aujourd'hui, parce que j'ai initialisé, en fait, au départ, pour moi, la psychanalyse, c'était de l'écologie. C'était la même chose. Quand j'étais très jeune, quand j'ai débuté la psychanalyse, j'ai continué sur ce point de vue et je l'ai alimenté par le fait d'avoir intégré à la psychanalyse la cybernétique de Lacan, qui commence à la cybernétique. Donc, cette passerelle entre la psychanalyse et l'écologie pouvait être matérialisée par l'appareillage cybernétique. Donc, c'est une psychanalyse traditionnellement lacanienne, un enseignement, une connaissance traditionnellement lacanienne, mais un petit peu au-delà, si on peut dire, un petit peu dans l'aventure de la recherche de la psychanalyse. D'autres questions sur la présentation? C'est quoi ça? Alors, voilà, vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Un verre. Est-ce que quelqu'un connaît? C'est le truc. Voilà, ça, le deuxième. Vous ne connaissez pas. J'ai trouvé ça dans un magasin de jouets aux États-Unis. Je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Et c'est le modèle fondamental de la psychanalyse lacanienne, qui s'appelle le modèle optique. Donc, Alexandra, vous pouvez prendre la pièce qui est sur le dessus. Vous voyez la pièce de monnaie? Ah oui. Vous pouvez la prendre. Voilà. Ça facile. Donc, vous faites passer comme ça. Vous pouvez prendre la pièce de monnaie. Voilà. Et puis, vous devenez riche, vous pouvez prendre la pièce de monnaie, vous ne connaissez pas cet appareil. Voilà. Madame, vous prenez la pièce. Voilà. Ah oui, bien sûr. Et elle est au fond. Et on peut continuer comme ça. Et la pièce est au fond. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est la base du modèle optique lacanien. Jacques Lacan a basé la psychanalyse sur 2-3 schémas fondamentaux, et c'est ce qu'il appelle le modèle optique. C'est-à-dire qu'il fait... On peut le faire tourner pour ceux qui sont là au fond. Oui. On ne va pas le casser. Voilà. Il faut bien qu'elle soit au fond, et comme ça, on la voit bien apparaître. Vous l'avez là-dedans. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce ne soit pas connu. C'est un jouet. C'est très puissant comme démonstration, tout de même. On arrive ainsi à faire des images, ce qu'on appelle en optique des images réelles. L'image dans le miroir, c'est une image virtuelle. Ça, c'est une image réelle. Et on ne le connaît pas. Et donc, c'est tout de même, la démonstration est faite que nous ne sommes pas avertis de toutes les choses simples de la nature. Donc, bien sûr, aujourd'hui, si on parle des neurones miroirs, on voit qu'on va pouvoir s'intéresser, on va pouvoir se servir de ça, évidemment, pour traiter des neurones miroirs. Peut-être est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer comme ça, on peut se demander, on peut bien fixer, établir, éclairer la raison pour laquelle on parlerait du neurone miroir dans un cours sur l'emblème ou sur la critique. Est-ce que vous voulez en dire 2 mots ou présenter? Non, je vous laisse. Moi, je peux vous dire tout ce qui m'a motivé à inviter William Théo, c'est que j'ai parcouru ce livre que je lui ai conseillé ici. Il y a quelque temps. Le titre, c'est Les neurones miroirs. Les neurones miroirs. Et j'ai remarqué que dans ce livre, il y avait souvent le recours au lexique du cryptage. C'est-à-dire qu'on pouvait souvent, dans le texte en italien, parce que moi je l'ai lu en italien, les 2 auteurs sont des Italiens, le neurone code
telle chose, ou bien ça c'est codé. Et je me suis dit, c'est quand même intriguant. Qu'est-ce que ça a à voir, les neurones, avec le codage? Oui, mais moi ça me saute pas à l'œil. Si peut-être toi oui, mais pas moi. Et donc du coup, je me suis dit que je voulais bien voir d'où ça vient. Et voilà mon désir. Et je mettais toujours dans mes arguments du cours qu'il fallait qu'on s'y attelle, mais bon, j'avais jamais le temps de m'y mettre. Donc du coup, quand William Théo m'a contacté, je me suis dit, tiens, la victime idéale, parce que lui, il s'y connaît, et il pourra faire le travail de façon beaucoup plus, savante, même savante, mais même cohérente que moi, parce que moi, la psychanalyse, je connais comme quelqu'un de l'extérieur, alors que vous la connaissez comme quelqu'un qui travaille. Donc, d'accord. Et alors, pourquoi ça te semble complètement évident, le fait du... Parce que chaque fois qu'on travaille sur des choses et qu'on a identifié les neurones, on les met dans un système, et chacune des parties est codée. Coder, ça veut dire, c'est comme lorsque tu parles d'un scène, etc., tu l'encodes. Voilà. Mais le problème, c'est la définition du terme code. Voilà. Okay. Je pense qu'il y a une certaine complexité dans cette question, si je peux me permettre, parce que il y a une question liée à l'hermétisme dans la question du neurone miroir. C'est pas ici. Non. La question de l'hermétisme, de l'alchimie, elle est très très liée parce que l'histoire du neurone miroir, il vient dans toute la tradition du mot, du concept de sympathie qui disparaît un peu avec la phénoménologie, avec Heidegger, et qui en fait au jour d'aujourd'hui est vu comme empathie, parce que ça c'est un peu la base un peu de la question de l'empathie, les neurones miroirs. Ils sont très associés, comme vous avez dit, c'est ce concept qui fait travail, et là c'est la question de la perception et de l'action. Et on peut y aller un peu comme Scheller, même à la question de l'intention et de l'action. Absolument. Donc, à propos de l'hermétisme, c'est une bonne façon d'introduire. Alors, je vous ai passé donc, quelques photocopies. L'introduction que je voulais faire de ce propos, c'était simplement, imaginons qu'ici on a un neurone, un vrai neurone que j'aurais collé comme ça au tableau. Et que j'aurais ici dessiné comme ça. Bon, tout le monde fait de la linguistique ici, on voit que c'est quelque chose de très classique, de parler de la chose, de sa représentation, ensuite de son label, qu'on dirait comme ça avec N neurones ou N connexions, et ensuite on arriverait ici à un emblème, qui est un emblème que j'ai trouvé sur Internet, dont on sait qu'il a un titre et le texte. Et initialement, pour ouvrir cette étude, imaginons que nous nous posions la question, est-ce que l'emblème... Ah, ben voilà, c'est là, c'est bien. D'accord. Bonjour, est-ce que l'emblème est un neurone? Est-ce que c'est strictement la même chose? Et là, nous sommes dans une question qui se pose de la sorte, enfin, de poser la question de la sorte, revient, je pense, à ce que le docteur Novello appelait l'hermétisme. L'hermétisme a été un courant de pensée ou un état de la pensée qui se demande s'il n'y a pas une identification absolue, si on peut dire, entre simplement deux représentations, et que le neurone, la cellule neurologique, serait aussi bien une représentation qu'un emblème en serait. Donc, sur cette base simple ou bien connue par les linguistes, nous pouvons nous demander maintenant qu'est-ce que c'est qu'un neurone miroir qui a été découvert en 1995, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine d'années.
Et c'est le fait que, si ici nous avons un organisme ou un cerveau, on va dire, qu'une action est dirigée vers un but, cette action, si ici c'est son cerveau, va montrer une activité des neurones ou du système organique qui va provoquer cette action. L'action qu'on va appeler X par exemple ici. Maintenant, on imagine une autre situation qui est un organisme, mais cette fois-ci simplement qui observe la même action X, qui n'en est pas l'agent, mais qui est ici son appareil de perception qui va l'observer. Eh bien, ce que les neurologues ont découvert, c'est que dans les deux cas, que ce soit l'observation, que ce soit ici nous avons les neurones de la perception stimulés, ici ceux de l'action, si on peut dire, eh bien, dans les deux cas, nous avons un même centre neuronal qui est stimulé de la même manière, de manière identique. Soit que l'organisme, par ailleurs, agisse l'action, soit qu'il l'observe. Le X en question, deuxièmement, c'est important, en fait, n'est pas simplement un objet, c'est-à-dire que si par exemple, il y a cette craie ici, et que je m'en saisis pour écrire au tableau, je vais activer un certain centre de mes neurones, évidemment pour faire ça, et il se trouve que toute personne de la salle aura activé la même chose. On aura en commun cette activation-là. Mais ce X n'est pas le même si je m'en sers pour écrire ou si je m'en sers comme une cacahuète pour la manger ou pour faire telle ou telle chose. C'est-à-dire que le X comporte différentes choses. Il comporte l'objet lui-même, si on peut dire. Il comporte le mouvement et il comporte l'intention. Donc cette activité cérébrale de neurones miroirs est une espèce de synthèse complexe et complète de ce qu'on peut appeler une action, avec la perception, l'intention, et on peut dire. Et alors bien sûr, déjà, on retrouve un petit peu l'emblème qui comporte l'image, qui comporte le titre, qui comporte le texte. Donc voilà pour décrire, résumer ce qui a été découvert en 1996 et qui est décrit dans ce livre ici. Alors, est-ce qu'une question s'élèverait pour qu'on précise quelque chose sur cet aspect tout à fait neurologique de l'affaire? Par rapport justement à la notion d'intention, autant je pense que le mouvement vers la craie peut être partagé par tout le monde, autant l'intention, elle est définie qu'une fois que le geste est suffisamment amorcé. Et donc, nous dans la salle, on peut imaginer que vous allez prendre la craie pour écrire au tableau, et finalement vous allez la manger. Et du coup, et comment ça se passe en fait du coup à ce niveau-là par rapport aux neurones miroirs? Est-ce qu'il y a des réajustements qui se font de notre côté? Je pense que donc, vous désignez un paradoxe dans ce que je viens de décrire, mais c'est bienvenu parce que c'est, me semble-t-il, extrêmement représentatif du paradoxe qu'il y a dans le neurone miroir. C'est-à-dire que les neurologues, on va le voir, font quelque chose d'assez simple, enfin déjà très complexe, la neurologie est très compliquée, mais disons qu'il apparaît de la technique presque. Mais si on a mis un siècle pour les découvrir, et puis on peut se douter que ce ne soit pas si simple que ça, hein, que j'en ai fait un peu une caricature. Il y a d'ailleurs deux notions peut-être qui peuvent répondre à votre interrogation comme ça. Le titre, la page de ce livre, je vais le faire circuler, mais on voit qu'il y a une main, qu'il y a un petit homme sur la main, qu'il y a ici l'homme qui
tient cette image ou cette figurine, qui le regarde, et il y a aussi son cerveau. On a en fait un dessin qui représente quatre éléments d'une structure qui s'appelle les neurones miroirs. Et c'est remarquable, parce qu'il ne parle pas beaucoup de psychanalyse, mais c'est remarquable que justement on puisse retrouver dans ce schéma qui a été fait un peu par hasard ou par intuition, qu'on puisse retrouver exactement 4 éléments qui sont ceux du système de l'agent, comme on va le voir. Donc c'est une espèce de coïncidence, peut-être un message codé, qui nous introduit à un petit peu ce mystère du neurone miroir, au-delà de la description simple que l'on peut faire. Et la deuxième façon aussi s'enrichir de ce mystère, c'est sur ce que vous avez trouvé de la parole subvocale, c'est-à-dire qui est très liée à ça. On peut regarder. Si vous voulez, on peut les voir comme vous voulez. Donc j'ai pris sur YouTube deux films qui illustrent cette histoire que j'ai découvert. C'est la NASA qui nous en a publiquement informé à peu près vers les années 2000-2005 de ce qu'on appelle à ce moment-là une technologie c'est utilisé comme la parole subvocale, et on va voir quelques petits clips représentatifs de ce qui en ajoute à l'énigme des neurones miroirs. Il faudrait descendre Vous voulez fermer les fenêtres? Parce qu'on peut descendre On peut les fenêtres, oui. tirer des rideaux. Oui, ils sont... C'est pas mal, hein, ça va. Je suis celui qui Voilà, alors... Voilà, on connaît bien d'ailleurs la NASA qui était la première à révéler ses recherches. Bon, on va essayer comme ça, si vraiment c'est un cas où... Ah, c'est un niveau. Ce registre vibration. Et ce sont des vibrations toniques. Il n'y a pas de flux aérien et les robots sont pilotés là. C'est-à-dire que les personnes l'ont pensé comme ici. Je pense qu'il a parlé même du mot de psyché, de psyché. Alors, en fait, quelques mots.
Donc on place les électrodes à côté du larynx et en fait je vais étendre voilà. Et en fait, quand on pense, en réalité, les cordes vocales bougent quand même si on n'émet pas des sons et des mots. Et ces électrodes arrivent à décoder ces vibrations de cordes vocales. Et à travers ce décodage, on peut transmettre un message à des machines. Et c'était le cas de ces petits trucs qui bougeaient. Donc il y a quelque chose de l'ordre, soi-disant, entre guillemets, de la transmission de la pensée qui se fait par des voix qui ne sont pas vocales, mais qui sont électroniques. Après, il parlait de quelque chose à mettre là-dedans. Oui, ça, je ne sais pas quel est le système à ce moment-là qui sera employé. Au lieu de mettre les électrodes, voilà. on vous insère une dent avec un système, une puce, je ne sais pas quoi, qui décode, et sans parler, vous pouvez envoyer des messages à votre robot personnel. Enfin, je ne sais pas, si c'est quelqu'un qui a perdu la possibilité de parler, c'est quand même une belle invention. Oui, enfin, sauf si c'est par aphasie, c'est justement cette image. Parce que la façon dont ça se passe, c'est que on a tous vu cette pièce de monnaie, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que lorsque, par exemple, cette personne va être appareillée de cette façon, qu'elle va voir le robot, et elle va faire comme on chante une chanson dans sa tête, quand on fait résonner sa propre voix dans sa tête, quand on imagine un son si bien qu'on croit l'entendre. Hein, on a tous cette habitude-là, on sait faire ça. À ce moment-là, on fait résonner dans sa tête, par exemple, à droite ou à gauche, et si on fait résonner dans sa tête à droite, le robot va aller à droite ou il va aller à gauche. Tout ça parce que, et ce n'est pas les cordes vocales exactement, c'est simplement le tonus du tractus vocal qui frémit ou qui montre quelques ondes propres à ensuite qui se vocaliseraient. Oui. Il y a des différences selon la nationalité des personnes et la langue qu'elles parlent? Alors, probablement, la manière dont on procède, on le paramètre avant. On le paramètre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est complètement physiologique à toute personne humaine, mais vous mettez ça, on vous dit de parler le mot à droite, donc vous le faites, cette parole vocale à droite, et il y a un frémissement qui va être identifié par l'ordinateur comme voulant dire à droite ou ayant cette phonétique. Et ainsi, chaque personne paramètre un petit peu son langage, de même que dans la reconnaissance vocale sur un ordinateur, vous l'instruisez un petit peu de votre accent. Donc c'est comme ça que l'on procède. Hein. Et donc neurologiquement, on voit par exemple ce phénomène d'inhibition de la motricité, d'inhibition du geste, d'inhibition de l'intention, est bien connu parce qu'il se trouve par exemple que lorsque l'on dort, que l'on a un rêve, nous ne bougeons pas ou nous bougeons simplement que le bout des doigts et puis un peu les yeux, mais sinon les gens somnambules bougent complètement, mais habituellement notre rêve est accompagné de l'inhibition par un tout petit noyau dans le tronc cérébral, c'est-à-dire au niveau de la sortie du cerveau, un noyau qui inhibe toute la motricité et qui permet aux rêveurs de rêver sans bouger. Et si ce noyau, s'il y a une lésion de ce noyau, l'inhibition est empêchée et le rêveur va bouger. Et le somnambulisme vient d'où? On ne sait pas trop, hein, ça, je pense qu'on a... Enfin, peut-être qu'il y a du nouveau, mais... J'ai eu une fois une crise somnambuliste. C'est-à-dire que je suis très très fière de le dire.
pensé de tomber dans un tel travers. Et en fait, oui, j'avais fait mon premier examen d'université. J'étais sous une telle tension parce que j'avais repris des études depuis très longtemps. Et ça s'était très très bien passé, mais j'avais passé quand même 15 jours dans un stress positif. Mais bon. Et donc je dormais très mal la nuit, je me couchais à 5 h du matin, et je dormais jusqu'à 9 h. Donc j'avais un rythme qui était très altéré. Le jour après l'examen, je n'ai pas dormi non plus. Et alors le deuxième jour, je rentre chez moi et enfin je me relaxe. Et j'étais trop relaxée, on va dire, enfin, trop fatiguée plutôt. Et à un moment donné, je crois que je devais faire pipi pour être clair, et le corps était tellement, comment dire, bien dans son lit, parce qu'enfin j'avais retrouvé la paix, qu'il ne voulait pas se lever. Et de l'autre côté, il fallait vraiment que j'y aille. Et donc, en fait, je me suis retrouvée debout à marcher dans le noir et à me dire, mais il y a quand même de la poussière par terre, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai pas mis des chaussures? Et j'étais dans une ferme, donc c'est pour ça que la poussière... Et après, je dis, mais comment ça se fait que c'est si noir? Bon, je vais ouvrir la fenêtre. Et après, je vais vers la fenêtre, c'était de nuit. Donc et ça, je me souviens bien. Hein. Et je me suis dit, mais non, c'est vraiment pas la peine, je ne vais pas y arriver, donc je vais carrément à la salle de bain. Et comme pour aller à la salle de bain, il y avait une porte qui était très bruyante pour l'ouvrir, et je me suis réveillée en ouvrant la porte. À ce moment-là. Donc, le cause, c'était du somnambulisme. Oui. Et qui est apparu au moment de tension anormale, et voilà, et le manque de sommeil. Ce qui fait qu'il y avait donc une désynchronisation de ces centres du rêve, c'est-à-dire de la mémorisation de la vie quotidienne et de l'inhibition qui permet de continuer à dormir, puisque donc soit le mouvement nous réveille, soit le bruit extérieur habituellement nous réveille. Donc ça, c'est le... voilà, nous approchons, nous commençons à parler, là, chemin faisant, de cette fonction d'inhibition, qui est un phénomène, un mécanisme ou une fonction qui va s'avérer très importante dans la psychologie. Et pour bien compléter cette présentation de ces mécanismes, et puis pour introduire la psychanalyse, il est aussi utile de rappeler que ce mécanisme-là, qu'on approche, a été décrit par un psychiatre fameux qui s'appelait Gaëtan de Clérambault, qui était psychiatre à l'époque où Lacan était jeune psychiatre, et Lacan a plusieurs fois déclaré dans sa vie qu'il n'avait eu qu'un seul maître en psychiatrie, c'était ce monsieur de Clérambault, qui était très fameux à son époque. C'était l'algéniste de Paris, c'était quelqu'un qui réglait le compte de chaque personne qui était arrêtée dans un état dans des troubles du comportement. En quelques minutes, il avait diagnostiqué les choses et Clérambault avait une thèse qui est restée célèbre, qui est importante en psychiatrie, qui est la psychopathologie de ce qu'on appelle l'automatisme mental, c'est-à-dire en gros les hallucinations. C'est quand une personne se trouve avec, pas du somnambulisme dans lequel on ne perçoit pas, mais au contraire qui est dans une hyperperception de sa pensée et qui entend sa pensée comme quelque chose d'extérieur ou comme une voix qui le commande, qui donne des ordres, qui fait des appréciations. Donc ça s'appelle l'automatisme mental. Et de Clérambault, qui était... c'était à l'époque où, au début du siècle précédent, la psychiatrie et la psychologie, comme toujours, hésitaient entre quelque chose de très matérialiste et de très idéaliste, où
des phénomènes d'idées ou des phénomènes de matière ou des phénomènes biologiques, de Clérambault avait pensé que cet automatisme mental, que ces hallucinations étaient toujours accompagnées d'un frémissement que les gens en fait parlaient leurs hallucinations, et ou en tout cas le frémissaient. Alors ça a été la base de l'enseignement de Lacan, selon son propre témoignage. Ça lui a donné des idées. Et on voit qu'un siècle plus tard, la NASA nous a donné la confirmation que la thèse de Clérambault était juste, était très pertinente. Il y a en effet, dans les phénomènes purement de pensée auxquels nous assistons, que nous pouvons entendre ou nous croire faire entendre, si on peut dire, mais il y a dans ces phénomènes-là une participation physique, comme de Clérambault le pensait, et comme maintenant donc c'est prouvé. Vous aviez dit que Freud aussi avait dit quelque chose de semblable. Alors, bien sûr, voilà. Freud était aussi à cette époque, un petit peu avant, de Clérambault, enfin, ils étaient quasiment de la même génération. Mais le débat au début de la psychanalyse, que l'on voit surtout bien tranché entre Freud et Breuer, qui était un médecin viennois, qui avait peut-être 20 ans de plus que Freud. Freud était jeune médecin, et Breuer et Freud étaient amis, et Breuer et Freud ont travaillé ensemble et écrit ensemble la première œuvre avant la psychanalyse, qui s'appelle Les études sur l'hystérie. Non, ça c'est la naissance de la psychanalyse, mais c'est... Voilà. Avant, c'était les études sur l'hystérie. C'était Breuer qui faisait qui a fait une partie d'un certain nombre de cas cliniques comme matériel d'étude. Et puis Freud a fait une autre partie. Et Breuer pensait que la psychologie était une affaire de psychologue uniquement, qu'il ne parlait pas du cerveau, il ne parlait pas du corps. Et Freud, au contraire, pensait que toute la psychologie pouvait être ramenée à ce qui résumait, si on peut se dire, ce qui faisait vraiment la chose essentielle de ce qui était le matérialisme ou la science, c'était des mouvements de masse, des masses en mouvement. Tout l'univers, toute la science pouvait être ramenée à l'étude de masses en mouvement, que ce soit des masses énergétiques ou des masses de molécules, le mouvement, la dynamique et les masses étaient les critères, on peut dire, du matérialisme. Et Freud pensait que que la psychologie pouvait être ramenée à un système de masse en mouvement, et Breuer pensait que c'était une question théologique ou philosophique. Alors, troisièmement, nous allons pouvoir introduire sur ces masses en mouvement précisément cette question d'inhibition. C'est-à-dire que nous avons, dans notre imaginaire le plus simple, l'idée que toute chose matérielle est une masse en mouvement, et l'être humain va inhiber, ou va s'inhiber lui-même dans ce milieu-là, et c'est dans ce phénomène d'inhibition de ces masses en mouvement que l'on va voir apparaître le psychisme et la conscience. Donc, on a parlé de Lacan, enfin de sa fondation, la fondation du lacanisme, avec de Clérambault. Et nous allons pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à partir du moment où Lacan débute réellement sa psychanalyse, enfin sa carrière psychanalytique, c'est-à-dire qu'il va être traditionnellement basé, ou il prend son origine sur ce débat entre les masses en mouvement ou bien l'idéologie, ou les sciences des idées. Et Lacan va ajouter là-dedans, il va mettre là-dedans la cybernétique, les machines, la machine à penser. Alors,